Je vous invite à préparer vos questions, peut-être une réaction. On va avoir le temps de prendre 2-3 questions dans le public. Ensuite, on va s'engager sur la troisième partie de la table ronde. Et ensuite, on aura un plus grand temps d'échange. Alors, juste, compliqué n'est pas égal à complexe et simple ne veut pas dire réducteur, forcément. Enfin, voilà. Je renvoie à si Edgar Morin, ça vous dit quelque chose. Voilà. Une réaction, merci de vous présenter. Monsieur. Bonjour, Monsieur Chassin, donc AMO Bourgogne-Franche-Comté. Donc je suis maître d'œuvre donc à Dijon. Et donc depuis ce matin, j'espérais et j'attendais que on va dire une expression soit prononcée, à savoir le bien-être de l'humain par rapport à lui-même, dans le sens où on parle beaucoup de connexion entre l'humain et l'environnement, de connexion entre les araignées, les oiseaux et l'environnement. Mais aujourd'hui, un bâtiment qui est construit avec des architectes qui viennent parfois de Paris pour des projets locaux, en termes de bilan carbone, je ne pense pas que ce soit la meilleure des solutions. Ensuite, quand on fait appel à des entreprises qui elles-mêmes vont chercher des salariés à l'étranger, je ne pense pas que ça participe réellement au développement de l'activité locale. Donc je pense qu'un projet, pour moi, aujourd'hui conçu avec un label de biodiversité, s'il n'y a pas cet aspect humain de proximité, tant en termes de matériaux, parce que ça a été évoqué tout à l'heure, s'il n'y a pas un parallèle qui est fait avec la proximité humaine, je pense qu'on ne peut pas y attribuer un label de biodiversité. Ok, donc plutôt une remarque qu'une question finalement. Est-ce qu'il y a des réactions? Enfin, il ne s'agit pas aujourd'hui d'une journée technique sur l'impact en termes de gaz à effet de serre des bâtiments, même si ça rentre évidemment en ligne de compte dans l'approche, la démarche de construction durable. Je ne sais pas si la proximité de l'architecte est le plus impactant. En tout cas, il s'agit de relocaliser les projets. C'est ce que j'entends dans votre remarque. Effectivement, aujourd'hui, relocaliser l'ingénierie de projet, c'est ça? L'ingénierie et même aujourd'hui, moi j'ai connu par le passé des maîtres d'ouvrage publics qui autorisaient à ce que certaines prestations soient réalisées par des entreprises type plombier polonais. Aujourd'hui, je ne pense pas que ce soit la meilleure des solutions, tout simplement. D'accord. D'un point de vue de l'emploi local. Vous voulez? Non. Allez-y. Une réaction sur le bien-être, oui, voilà, plutôt, les aménités, etc. J'étais pas sur les travailleurs déplacés, effectivement, je ne sais pas si c'est le sujet, mais qui est effectivement important aussi. Moi, j'étais plutôt effectivement sur la partie de l'être humain, comme vous l'avez souligné. J'avais plutôt compris votre remarque comme ça. Pour le paysagiste et le jardinier, encore une fois, nous c'est une fausse question, parce que ça a toujours été une partie intégrante de nos professions. On a toujours conçu un espace en fonction des êtres vivants, le végétal peut-être maintenant plus aussi l'animal, puisqu'on a ce côté de préservation, et l'être humain a toujours été une partie prioritaire dans tout ce que le jardinier a toujours conçu. Donc à partir de là, voilà, des photos là derrière où on travaille, je dirais, quand on conçoit un aménagement. Si c'est pour aller, c'est vrai qu'on parle beaucoup de biodiversité, etc., mais si c'est aller à l'encontre aussi du bien-être humain des utilisateurs des lieux, à ce moment-là, on a complètement raté. Parce que ça va être... alors je ne sais pas, c'était peut-être pas votre remarque. Bon, de toute façon, on va réaborder cette question. Charles Dumoulin, une réaction, et ensuite on prend deux questions. Il n'y aura que 2 questions. On aura un autre temps d'échange. On va passer ensuite à la troisième partie. Gardez vos questions pour tout à l'heure. Il y aura un temps d'échange plus long. Il y avait deux réactions. Je ne peux plus prendre. Je souhaiterais répondre à votre question sur l'aspect ingénierie écologique. Je vous encourage à faire appel aux ingénieurs écologues locaux. Pour plusieurs raisons. Déjà, ils connaissent bien leur terrain, ils connaissent bien les espèces qu'il y a autour de chez eux. Et puis la partie de terrain est une partie essentielle de ce qu'on va pouvoir vous apporter. Si on bosse sur un terrain qui est à 800 km, on va y aller une fois une autre réunion, enfin c'est pas bon. Si le terrain est proche de chez nous, on peut y aller facilement, ça coûte moins cher. S'il y a besoin d'y retourner, et puis y retourner pendant les saisons, bien sûr, il y a moins de coûts de déplacement. En termes de suivi, voilà. Donc oui, encouragement à... Il y a un annuaire des écologues
Oui. On les trouve dans les pages jaunes. Oui, il y a un annuaire qui est sorti. Très récemment, là. Le MED vient d'éditer hier l'annuaire des entreprises et filières du génie écologique. Très bien, annuaire des entreprises et filières du génie écologique, donc sur les sites du ministère de l'Environnement. Donc c'est tout frais, ça date d'hier. Alors une réaction, monsieur, et puis ensuite, deux réactions, et ensuite on passe à la suite de la table ronde. Donc, Vincent Dams de Jura Nature Environnement, donc j'ai la seule association de préservation de l'environnement de l'Assemblée, j'ai l'impression. Moi j'aurais juste une question, malgré tout ce que j'ai envie de dire. Mais, quand on parle de biodiversité, on a beaucoup évoqué recréer une biodiversité dans le projet d'aménagement. La première chose, c'est dit en préalable, pour préserver la biodiversité, il faut préserver la biodiversité existante. Quasiment le moindre mètre carré de zone qu'on exclurait de l'aménagement, donc des coups de pelleteuse, là on est dans la préservation de biodiversité. Et donc la question c'est comment on peut avoir assez d'humilité pour du projet d'aménagement. On n'est pas là pour recréer la biodiversité, mais préserver cette biodiversité à travers les âges. Le réseau de haies, de murets, de talus fossés, bon, c'est possible, c'est linéaire, ça peut faire partie de la trame de l'aménagement des parcelles. Évidemment, le projet d'aménagement, ça implique qu'on ne soit pas dans une parcelle où c'est un champ de maïs à perte de vue, qui reçoit les bouts d'épandage des stations de traitement des eaux usées du secteur, je suis d'accord. Il peut y avoir une valeur écologique existante, donc cette linéarité du paysage, ces éléments fixes du paysage peuvent être préservés, je ne l'ai pas entendu ça. C'est peut-être le premier préalable. Ce qui est compliqué après, c'est quand on veut préserver les ensembles de biodiversité surfaciquement plus importants, c'est-à-dire de la prairie. C'est-à-dire qu'après, les gens qui vont être chargés de l'entretien, c'est-à-dire qu'il faut que les agents d'entretien deviennent les paysans du lendemain. C'est-à-dire faucher avec exportation, et ça c'était plus compliqué, on revient sur la gestion, c'est transmettre ces usages paysans de préservation de la prairie, et que le paysan du lendemain, ça soit le gars de la commune ou de l'entreprise. Et voilà. Par rapport à la préservation de l'existant, je voudrais presque plus qu'on développe un peu ce sujet. Merci. D'accord, donc moindre impact du bâtiment du fait de l'emprise au sol, et puis question de la gestion de ces aspects. Deux réactions, alors Rodolphe Debord et Christian Charignon. Marine Tournier également. D'accord. 3 réactions. Ensuite, on prend une autre question et on passe à la suite. En 1 minute, c'est la question la plus importante de loin. Et elle est à peu près hors sujet pour le sujet, puisque là, on est en ville. Donc, je suis un peu gêné par rapport à ça, mais la réponse, elle est... C'était pas dans le périmètre... C'est construction, donc on est en ville, quoi. Vous savez, ici en Bourgogne, il n'y a pas que des espaces urbains, même si... Alors, non, mais attendez. Ok, d'accord. Donc, vous parlez dans ce contexte-là. Okay. On pourrait très bien poser cette question, elle serait encore plus importante dans un contexte sylvicole ou dans un contexte agricole, d'accord? Puisque là, on parle de surface. La ville, en réalité, les surfaces des villes, elles ont beau être de plus en plus grandes, elles restent petites par rapport à la nature. Je vous propose du coup de prendre en compte je vous propose de prendre en compte la problématique de l'étalement urbain ou de considérer les espaces fonciers comme des espaces agricoles comme des espaces fonciers. Donc voilà. Et donc la réponse, elle est politique au sens noble du terme. Les acteurs du BTP, il y en a la moitié de la tribune, là, c'est des acteurs du BTP, on arrive après. Voilà. À partir du moment où dans les documents urbanistiques, à l'échelle dont vous parlez, à l'échelle de prairie, je ne parle pas de sauvegarder un bout de jardin alors qu'il y a déjà un parking en bas, c'est pas l'échelle de votre question. C'est déjà pas mal, mais c'est pas l'échelle de votre question. À partir du moment où on est sur des trames, on est sur des hectares, sur des mètres carrés, c'est un sujet d'aménagement du territoire et c'est la responsabilité des documents d'urbanisme. Et donc c'est là où il faut mettre la pression. Il faut mettre la pression au moment où ces documents ils sont écrits pour que justement on participe à une densification de la ville tout en restant agréable plutôt que de participer à l'étalement urbain qui est une machine infernale. Si je caricature l'étalement urbain pour ceux qui ne sont pas au fait de ce sujet-là, je vais archi-caricaturer. En gros, il y a des gens qui veulent habiter dans des pavillons comme à la télé, donc ils réclament des pavillons. Il y a un agriculteur qui va devenir millionnaire s'il vend son terrain, puisqu'il va devenir constructible. Ça fait 2 catégories de la population qui sont très contentes. Ces 2-là vont voter pour le maire, qui va du coup se faire réélire. C'est une machine infernale. Donc à court terme, quand il y a un lotissement qui se crée, tout le monde est content. Et l'inauguration se passe super bien, il y a des familles qui rentrent, qui emménagent, tout le monde est ravi. C'est à moyen terme ou à long terme où on voit les dégâts de ce genre de choses d'un point de vue transport. Donc c'est un vrai sujet politique. À partir du moment où on a déclaré constructible un lotissement, et ça c'est les élus et donc les gens qui les élisent qui participent à ça, c'est trop tard. Alors je dis pas qu'il n'y a pas des pots de vin de la part des acteurs du BTP pour que ça devienne constructible, mais c'est ça la politique. On va pas rentrer dans cette polémique-là parce que... Mais si, on peut rentrer dans cette polémique-là. Le cœur du sujet, il est là, on est à changer d'échelle. Donc il faut être capable de détricoter les mouvements qui font qu'on a de l'étalement urbain. Et si on les connaît pas, on ne pourra pas prendre toutes les réactions, je suis désolée.
Marc Barra, une réaction. Je me rappelle plus qui voulait intervenir, Christian Charignon. Je me demandais juste si vous étiez compris sur la question. J'ai l'impression que ta question, c'était plutôt, lors d'un projet d'aménagement, en soi, penser à préserver l'existant avant de faire, comme on fait d'habitude, c'est-à-dire faire propre, raser et bétonner derrière, et puis remettre de la biodiversité derrière. Donc ça, c'est ce que j'ai compris. Et d'ailleurs, nous, ce qu'on fait avec la région Île-de-France, c'est qu'on leur dit, quand vous faites ça, vous payez 2 fois. C'est comme ce qu'on a dit ce matin, c'est que moi, je travaille avec les lycées de la région Île-de-France, par exemple, ils en construisent 3 par an. C'est énorme. Et ce qu'ils font aujourd'hui, c'est qu'ils font des cours d'école qui ressemblent à des parkings, dans lesquels, maintenant, 3 ans après, on nous fait revenir pour nous dire « Ah, il faudrait creuser pour faire un massif fleuri, ou pour replanter des arbres, parce que c'est quand même bien pour la biodiversité, et que vous êtes une agence de la biodiversité, mais pour le coup, on paye 2 fois. » Et ça revient sur nos questions de prix de la biodiversité en amont, c'est que si, en amont, on s'était évité des mètres carrés d'asphalte à 50 € du mètre carré et de bitume, eh bien, on aurait gagné, quoi. Donc, c'est sur cette prise en compte de la biodiversité très en amont, en conservant l'existant. Je pense qu'en termes de coût, on n'a même pas besoin d'associer des chiffres, le raisonnement suffit à lui-même. Hein. Payer 2 fois une conception. Oui, Philippe Égère. Juste pour aller dans votre sens, moi, la commande là, de ce cahier des charges qu'on m'a fait, c'est un gros aménageur public foncier, donc qui est vraiment en amont, puisqu'après il restitue les terrains à des promoteurs. Donc là, on rentre dans les discussions. Ils ont mené très très loin la réflexion de la performance énergétique des bâtiments, les écoquartiers, les machins, etc. Moi, ils m'ont demandé dans le domaine de la végétalisation des toits. Mais là, moi, je vais même plus loin que vous. C'est-à-dire que l'on travaille sur des délaissés urbains, sur des friches urbaines, où il y a une biodiversité intéressante. Un parking bétonné, il y a des choses super intéressantes qui sont là. Et on s'est aperçu qu'il y avait de la flore ou de la faune qui était en liste rouge ou à préserver ou des choses comme ça. Et donc après, notre boulot, c'est une fois que les écologues ont fait l'état des lieux, et là c'est vachement important justement d'être en cohérence, c'est de dire là il y a ça, il y a ça, il y a ça. Moi en tant que paysagiste, je dis celui-là, comment il habite, où est-ce qu'il habite, je vais pas lui demander son numéro de rue, mais il habite où là, le criquet, le lézard des murailles, etc. Qu'est-ce qu'il lui faut? À ce moment-là, il me donne la liste. Et on va le recréer, et c'est ce que j'appelle ces structures vertes sur le bâtiment. C'est comment on va réaménager, même sur une friche urbaine. Donc là, on n'est même pas dans à rebétonner la campagne. On est en pleine ville, là, sur des délaissés urbains, et il y a des choses vachement intéressantes. Donc on peut aller encore plus loin que ce que vous disiez, quoi. D'accord. Alors, très rapidement, réaction. Non, je suis désolée. On peut pas prendre toutes les réactions. On aura un temps d'échange tout à l'heure. Il y avait une demande avant. Demande de réaction de Marine Tournier. Ensuite, très rapidement, s'il vous plaît, Christian Charignon. Une dernière question et on passe à la suite. Ok. Juste pour souligner, en tant que maître d'ouvrage, on peut avoir des outils par rapport à ces questions-là. Donc, notamment, nous, on a un cahier des charges. Donc, c'est pas un cahier des charges de programmation, c'est un cahier des charges qui permet de fixer les objectifs que nous on a vis-à-vis des constructions, réhabilitation. Et aujourd'hui, c'est intégrer le fait de prendre en compte l'existant, de ne pas faire table rase, de prendre en compte le relief, la végétation en place, etc. Donc ça, c'est vraiment un outil qu'on peut mobiliser. Donc, voilà. D'accord. Christian Charignon, ensuite dernière question, puis on passe à la suite de la table ronde. Et juste pour dire que ça peut être très compliqué ces questions-là. Sur l'exemple qu'on va peut-être voir ici à Guérande, où on réalise un quartier en extension urbaine. On est sur de l'agriculture intensive et on s'est rendu compte avec le conservatoire du jardin botanique, qui est notre écologue de Nantes, qui est notre écologue ici, qu'en réalité tout ce qui est présent sur site au jour d'aujourd'hui est tardif, et que ce sont des anciennes zones humides mais qui sont sous la couche arable rapportée ou drainée. Donc il faut faire très attention avec ces questions-là. C'est pas, voilà, je respecte l'existant, il y a 3 haies qui ont été plantées il y a 50 ans, machin, et puis on va faire le dessin à partir de ça. C'est bien plus compliqué que ça. Le vrai sol, le sol primaire, il est 50 cm en dessous. Et là, on y trouve effectivement un certain nombre d'indices que moi, évidemment, je suis incapable de lire, mais qui nous indiquent qu'on aurait même plutôt intérêt à débarrasser le terrain de ce qu'il a aujourd'hui de visible. Bon, ça n'empêche pas que autour de ce projet, on respecte aussi ce qui est venu, comme le petit rue, qui est simplement un socle de charrue et qui permet de délimiter la ZAC autrement que bêtement jusque-là avec une délimitation idiote qui passait à travers les champs, etc. Il y a des contextes qu'on peut prendre en compte, mais faisons attention de ne pas être un peu naïf avec aussi ces questions-là. C'est compliqué, on l'a dit tout à l'heure. Ok.
Alors, dernière question, très rapide. Oui, bonjour. Christian Rosier, ingénierie dans le secteur du bâtiment, donc maître d'œuvre, efficacité énergétique et fluide. Tous les maîtres d'ouvrage que je rencontre, publics, privés, au-delà de la première difficulté de se dire introduire cette approche biodiversité sur des bâtiments, c'est compliqué, c'est coûteux. Le deuxième point qui vient surtout à l'esprit et qui les focalise et qui est pour moi le premier frein, c'est la question de la gestion d'exploitation. Ils me disent tout ça. Qui va gérer? Comment on va entretenir? Faut-il créer des nouveaux services? Mais qui paye ces services? Donc on parle de pognon, il n'y a pas d'autre chose. Avec finalement le modèle économique qui va avec. On l'a très peu abordé. J'aimerais bien avoir quelques réactions parce que pour moi c'est vraiment une des clés du développement, du déploiement. Ça tombe super bien parce que c'est le sujet de la troisième partie de la table ronde. Donc c'est marrant parce que on l'intègre, on y pense tout de suite quand on parle de biodiversité. On n'y avait pas du tout pensé quand on parlait de performance énergétique. C'est marrant. Alors réaction peut-être alors en tour de table tout de suite. Voilà, intégration de la gestion-exploitation. On en avait discuté en plus. On s'est rappelé hier. Oui, on s'est appelé hier justement et moi je lui ai dit mais l'exploitation, la maintenance, ça ne doit pas être pensé quand on livre le bâtiment, ça doit être pensé au moment de la conception. Parce que on doit choisir aussi ce qu'on fait en fonction de combien ça va coûter et comment ça va être entretenu par la suite. Et c'est vrai que nous, en tant que bailleurs, on est vraiment très très sensibles à ces questions-là, notamment sur les espaces extérieurs où en fait on a des charges en fait d'entretien, des charges qui sont en plus répercutées sur les charges de nos locataires et voilà, on se doit de maîtriser ces charges. Et je vais prendre l'exemple des toitures végétalisées. Donc on nous dit de plus en plus ces toitures végétalisées extensives, c'est pas bon pour la biodiversité, il faut faire des toitures végétalisées semi-intensives, intensives. Oui, très bien, sauf que combien ça coûte? Toiture végétalisée extensive, nous on a fait on a sollicité des gens pour savoir à peu près quels étaient les coûts. Sur l'extensif, avec 1 ou 2 passages par an, on est à 3 € du mètre carré. Si on passe en semi-intensif, tout de suite, il y a de l'arrosage. On est à plus de passages par an. Donc voilà, il y a cet enjeu-là. Et donc nous, aujourd'hui, notre politique, c'est de dire on ne fait pas de la toiture végétalisée extensive qui est qui n'est pas du tout qualitative, c'est-à-dire avec 3-4 cm de substrat. On demande un minimum de substrat de 8-10 cm. Bon, là, c'est en cours de refonte, cette politique, mais on peut difficilement aller au-delà de 15 cm et aller vers du semi-intensif, sauf s'il y a des personnes qui peuvent nous dire, voilà, vous pouvez aller vers des toitures végétalisées avec plus de substrat, plus de végétation, et en même temps, ça reste des coûts maîtrisés. Alors, je pense qu'il y a un questionnement, parce que quand on parlait de culture extensive sur 3 cm de substrat, je voyais d'ailleurs tous les, a priori, des écologues qui faisaient oui quand on disait qu'il n'y a rien qui pousse dessus, donc on ne peut pas compter sur un principe d'auto-entretien. Alors, réaction par rapport à ça, peut-être. Alors, Rodolphe Debord, Philippe Pégère, vous réagissez là-dessus? Je ne vais pas parler de la toiture, donc alors, sur la toiture, on passera. Vous gardez votre... Alors, déjà, c'est bien parce que c'est là où il faut arriver à démystifier, expliquer, faire de la pédagogie. Donc déjà, on est d'accord, il faut le dire, le redire. On a supprimé, je crois que c'est interdit maintenant de mettre du vitrage, simple vitrage 2 mm. Je crois qu'on n'a plus le droit de le mettre en construction. Quand on conçoit un bâtiment, a priori, on est RT 2012 maintenant. Voilà, donc si on dit que de la végétalisation avec 3 cm, ça ne marche pas, il faut plus en parler. Stop, on n'en parle plus. C'est de la moquette, c'est ce que vous voulez, du synthétique, mais c'est plus de la végétalisation de toiture. Donc ça, il faut que ça soit quelque chose d'ancré. Après, dire c'est plus cher. Après, avoir ces termes, alors ça c'est vrai que je vous l'accorde, c'est des termes qui pour moi ne sont pas appropriés. De parler d'extensif, d'intensif, de semi-intensif, c'est quelque chose qui embrouille les gens. Marc d'ailleurs a commencé à le faire dans certaines docs, la ville de Paris, le Grand Lyon, etc. On va parler de ce que l'on plante. On est dans des domaines de l'horticulture. On va parler de prairies, prairies fleuries, d'arbustifs, de plantations de toitures type garrigue. Voilà. Arrêtons de parler d'extensif, semi-intensif. En plus, ça ne veut rien dire parce que maintenant, il faut que vous compreniez qu'une toiture, ce n'est pas qu'un seul sol, ce n'est pas une seule hauteur. Une toiture, ça va varier, ça va partir de 8 cm à 12-15 cm. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui sait quelle est la différence entre l'extensif et le semi-intensif? Elle est où la notion? 12 cm, 13 cm, 14 cm? Si vous me demandez à moi en tant qu'expert,
dans ce domaine-là. Je peux vous dire que par exemple un bleuet que vous allez planter sur un toit, vous plantez un bleuet sur un toit, alors il lui faudra le bon substrat, on est d'accord avec les bons mélanges. Il faut savoir qu'à 12 cm, le bleuet il va germer, il va pousser, il ne va pas fleurir. À 14 cm, le bleuet il va pousser, il va germer, il va pousser et il va fleurir. Alors vous vous rendez compte de la complexité, et ça je pourrais vous les citer avec 150 plantes derrière. Donc arrêtons de dire 2 cm, 3 cm. Une toiture végétalisée, ça va faire comme ça. Si on est sur des problématiques de charge, de technique, c'est encore un autre souci et on peut y répondre. Après, sur les questions de coût et de la décision, comme vous disiez, parce qu'effectivement, on va être sur des notions économiques, etc. On a plein d'autres arguments, mais encore une fois, la pédagogie, elle va être longue à apporter. C'est-à-dire que si on va parler en termes de gestion des eaux pluviales, on a un réel bénéfice à apporter. Et c'est là où ça devient compliqué, c'est qu'il va falloir répercuter des bénéfices que l'on va faire d'un côté sur des coûts qu'on dépenserait de l'autre. Un architecte va très bien savoir ce que coûte un réseau d'eau pluviale, le raccordement, ouvrir la voirie, éventuellement dans un quartier, si on recalibre tous les réseaux, si on doit construire au bout du quartier une nouvelle station d'épuration, mais on n'est plus sur des milliers d'euros là, on est sur des millions d'euros. Qu'est-ce que coûte la petite toiture végétalisée ? Et encore après, alors ça c'est un des bénéfices. Aujourd'hui, il n'y a personne qui veut calculer ça, parce que ça embête les gens de le calculer dans ce sens-là. Excusez-moi. Non, Christian, non, si tout le monde commence à prendre la... Non, c'est pas possible. Je suis désolée, mais garde ta question, s'il te plaît. On aura des réactions, tu la notes. Réaction de Christian Charignon. Merci. Oui, je pense que... Voilà, si on veut essayer d'être un petit peu honnête, il faut effectivement regarder les bénéfices en face du coût de maintenance qui existe. On est dans le vivant, il ne faut pas raconter de salade. Même un toit bien foutu, où nous, notre atelier qu'on voyait tout à l'heure sur la diapo, on a un entretien trimestriel de quelqu'un qui vient et qui effectivement fait le boulot qu'il y a à faire sur ce végétal. Voilà, quand ça constitue le paysage intérieur de l'agence et que c'est énorme, et ben forcément il y a un petit coût d'entretien qui est de l'ordre de 250 € par intervention trimestrielle. Ça veut dire 1000 € sur cet atelier qui compte 600 mètres carrés et qu'on partage avec d'autres entreprises. Mais qu'est-ce que je mets en face de ce coût-là ? Je mets juste un paysage intérieur. Et ça, je ne sais pas mettre d'euros. Maintenant, je voudrais qu'on mette la diapositive 7, si c'est possible. C'est un hôpital de jour que nous mettons en œuvre ici à Dijon. Cet hôpital de jour pour enfants autistes et psychotiques, il est fait d'un certain nombre de petites barrettes et autour de jardins thématisés qui sont un autiste enfant quand il arrive à 3 ans dans cet établissement. Au départ, il peut même pas sortir de l'œuf Ikea là, tu sais, le jouet qu'on achète. Voilà, il peut juste même pas sortir de ça, de cette. Voilà. Son premier grand triomphe, c'est de passer la porte du local. Et son deuxième, c'est d'arriver jusque là. Et ces jardins-là, ils sont co-conçus avec les thérapeutes et le paysagiste, en l'occurrence Frédéric Reynaud. Bien sûr qu'il va falloir le maintenir. Et là-dedans, il y a des odeurs, il y a des saveurs, il y a des couleurs, il y a du kinésétique, hein, et des choses rugueuses, piquantes, machin, enfin, etc. Un nombre de choses que moi j'ai découvert. Hein, voilà. Donc là, il a une fonction thérapeutique, le jardin. C'est combien d'euros ça ? Je sais pas. Ça a été un petit peu abordé ce matin avec les ressources que citait Olivier Lemoine sur c'est des questions économiques qu'on cherche à explorer. Comment est-ce qu'en améliorant la qualité d'usage d'un bâtiment, on peut diminuer l'absentéisme au travail, par exemple. Ça, c'est un coût économique direct qu'on ne sait pas forcément. Là-dessus, on a plein d'études, voilà, hein, qui permettent de valider à chaque fois qu'on introduit le vivant ou le bois, par exemple, dans la construction. Oui. Aujourd'hui, moi, je reviens d'un voyage à Linz de 2 jours. Je peux
peux vous dire que toutes les études prouvent aujourd'hui qu'effectivement dans les bâtiments en bois, on a à l'intérieur, je parle, et pas forcément des bâtiments en bois à l'extérieur, il y a effectivement d'autres rapports dans l'école, dans le centre aéré, dans le bureau, dans tout ça. Bon, et l'introduction du vivant, là-dessus, il y a des choses très scientifiques qui ont été établies, alors pas forcément en France, cherchez pas trop, mais allez plutôt effectivement du côté de l'Autriche, de la Suisse, du Québec, des choses comme ça. Bon, donc ça c'est quand même relativement établi. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans une comptabilité bête et méchante de projet, ou de maintenance, de report sur les charges du locataire, eh ben vous savez pas l'introduire, cette valorisation de cette qualité d'être et de cette qualité de bien-être. Or, elle existe. Donc ça veut dire, et vous allez trouver des économistes qui vont vous le mettre ça en équation et en bidule. Voilà. Et alors là, ou en label. Bon. Stop, parce que là ça, il faut juste admettre, et ça doit être une donnée d'entrée, qu'en effet, notre rapport au vivant est indispensable partout, dans nos lieux de travail, nos lieux récréatifs, nos lieux pédagogiques, etc. Okay. Et puis point, et on y met le budget qu'il faut. D'accord. On apportera peut-être un petit contrepoint. Alors, réaction de Marc Barra. Juste un commentaire, parce qu'à Nature Parif, la question de la gestion, elle nous mobilise beaucoup, notamment dans le cadre des espaces verts, et on se rend compte de plus en plus que la gestion découle des perceptions, et qu'elle-même évolue. Et c'est vrai qu'en France, on a beaucoup la gestionnite aiguë, il faut absolument tout traiter, il faut tailler, il faut tondre, etc. Et puis de plus en plus, on change les pratiques pour essayer de passer à ce qu'on appelle aujourd'hui soit une gestion différenciée, soit une gestion alternative. Nous, on a un bel exemple, c'est les cimetières. Les cimetières dans lesquels on a dit il faut arrêter les phytos, il faut arrêter de trop entretenir à la française, etc. Et puis on a des collectivités qui du coup sont passées à notre type de gestion, mais se sentaient toujours obligées d'intervenir parce que c'est ce qu'on apprend dans les métiers, et donc elles utilisent des brûleurs, des binettes, et puis c'est encore plus qu'avant. Et puis finalement, du jour au lendemain, comme à Versailles par exemple, pour citer un cimetière exemplaire, se sont dit si on laissait pousser finalement, et on va passer notre temps et un peu d'argent à communiquer auprès des gens et expliquer les perceptions, c'est pas du délaissement, on laisse pas tomber l'espace vert, on s'en occupe mais différemment, etc. Et donc, on s'en rend compte, ça a été pareil dans le milieu forestier, où on est passé des gestions de champs d'arbres à de la gestion vraiment écosystémique. C'est des questions de perception avant tout. Et donc les coûts derrière, ils découlent uniquement du type de paysage qu'on veut. Par ailleurs, très subjectif, c'est quoi le beau, c'est quoi le laid, c'est quoi ce qui me plaît, ce qui me plaît pas, etc. Mais voilà, avant tout, ça découle des perceptions. D'accord. Je partage parfaitement ce que vient de dire Marc. En fait, tout part de l'objectif que le donneur d'ordre ou le maître d'ouvrage, ou peu importe son nom, là, il veut avoir. Voilà. Et du budget qu'il peut lui allouer. Et en fonction de ça, on peut décider d'enlever une place de parking souterrain si on peut, pour ajouter autre chose. Il y a plein d'arbitrages à faire. Si dans les objectifs, on se dit on veut que toutes les toitures et que tous les murs soient végétalisés, effectivement, on est sur des fonctions architecturales et ça a un certain prix. Si on veut que ces toitures végétalisées ne bougent jamais, comme dans les images de synthèse, effectivement, il y a de la maintenance. Si à l'inverse, on se dit qu'on va faire de la biodiversité, on demande à un écologue et lui va dire d'abord il faut privilégier le sol, parce que c'est ça qui compte, et qu'on va faire de la gestion différenciée, le coût il est négatif par rapport à un green de golf sur le toit. Faucher une fois par an une prairie au sol naturel, ça ne coûte pas d'argent. Voilà. Et c'est plus efficace d'un point de vue biodiversité. Si on veut faire une fonction technique de dépollution, comme la gare de Perrache à Lyon, là, vous connaissez sans doute, que Canvaflore a fait, là on a une fonction technique de dépollution, là on a des coûts de maintenance. Donc qu'est-ce qu'on voulait au départ en matière de performance autour du bâtiment, pour le bâti et puis pour les humains qui sont à l'intérieur. Moi j'ai assisté, donc moi j'enseigne avec Olivier d'ailleurs la biodiversité aux arts et métiers et à l'ESTP à Paris, et j'ai eu une soutenance d'un bailleur social marseillais qui avait installé un jardin bio au pied de sa résidence, à la place du terrain de boule. Alors au début ça avait fait, c'est bien, on est à Marseille, le terrain de boule, bon voilà. Donc, et en fait ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont réussi à lancer le truc, les gens se sont mis à jardiner, et puis en général ceux qui jardinent c'est surtout les vieux, donc les enfants viennent voir, dis papy, qu'est-ce que tu fais là, et donc il y a les parents des enfants qui viennent voir ce que font leurs enfants avec le vieux qui jardine en bas, et pouf, ça a apaisé toute la résidence. Alors effectivement, la maintenance du jardinage bio a peut-être un coût qui n'a même pas été estimé au départ, parce que la paix sociale et donc la diminution des dégradations du bâtiment, parce que la paix sociale s'est installée grâce au jardin, a fait un coût négatif. Donc vraiment au départ ça dépend de ce qu'on veut faire en termes d'objectifs, mais il y a beaucoup de sujets de biodiversité et leur impact social qui ont des coûts négatifs.
Et il y a des éléments de biodiversité ou de végétalisation du bâti pour des fonctions techniques ou sur le toit qui ont des coûts de maintenance importants. Mais si on fixe les objectifs et si on sait de quoi on parle, on navigue clairement avec ça. C'est ça, ça vous fait du bien. Reposez-vous un peu 5 minutes. Question suivante. Merci pour ce recadrage aussi sur le niveau d'exigence. Est-ce qu'il s'agit de considérer des fonctions paysagères, des fonctions techniques? Voilà, donc question extrêmement importante. Réaction de Marine Tournier sur ces aspects fonctionnels et les coûts associés. Oui, je voulais pas donner l'impression que parce que ça coûte de l'argent, faut pas le faire. Tout ça, c'est vraiment une question d'arbitrage par rapport aux espaces extérieurs. Par exemple, nous, on veut faire évoluer certains espaces vers de la gestion différenciée. On est dans une optique de maîtrise des coûts parce qu'on va vers un entretien qui est par exemple, on dit souvent qu'on passe en fauche, donc on va diminuer les coûts, ce qui n'est pas forcément vrai parce que ça s'adapte. En fait, c'est un entretien qui est beaucoup plus fin. Et donc on est vraiment dans une optique de coût constant plutôt. Et par rapport à la gestion différenciée, c'est vraiment prendre en compte un site, comment il fonctionne. Voilà, on ne fait pas la même chose en entrée immédiate des bâtiments qu'en fond de parcelle. En fond de parcelle, on peut se permettre d'aller vers quelque chose de plus sauvage. À proximité des bâtiments, on sera plutôt sur l'aspect esthétique. Donc voilà, c'est vraiment un mixte à avoir entre les différents espaces. Donc voilà, je ne sais pas. Alors, Philippe Égère, sur une toute petite réaction sur les coûts, parce que je voudrais passer la parole à Vincent Renaud, parce qu'il s'agit quand même au final de considérer aussi une qualité d'usage. Réaction sur les coûts, et puis moi j'aurais quand même une question. Est-ce que vous avez travaillé sur justement l'intégration de la biodiversité en tant que avec des fonctionnalités techniques, par exemple d'épuration de l'eau, etc. Les coûts associés. Oui, les coûts, c'est vrai que c'est compliqué, mais on a toujours, effectivement, on dit ça coûte de l'argent, c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Moi, à chaque fois, j'essaye de... Alors, c'est peut-être mon pragmatisme un peu côté paysan, je vous renvoie à autre chose, une autre question, à savoir qu'une toiture inerte, non végétalisée, elle a un coût d'entretien. Il y a 1 ou 2 passages par an aussi. Et c'est quoi ces entretiens qu'il y a à faire? Eh ben, on va passer, si c'est du gravillonné, faut aller désherber, faut aller entretenir la descente de pluviale. Alors, parlons-en ça. On parle de coûts là. Allons-y dans la réflexion. Allons un peu plus loin. Moi, je suis à Planté-Cité aussi. Je suis au comité de pilotage. On est en charge du plan Écophyto ZNA, zone non agricole. On a tout pris. On a pris donc tout ce que faisaient les paysagistes, ce que faisaient les jardiniers, ceux qui travaillaient sur les voies publiques, etc. Et on est des super pollueurs. Donc on va remédier à ça. On en a oublié. On a oublié les gens du bâtiment. Oui, parce que sur le bâtiment, ceux qui mettent du désherbant sur les toits, faites des petites simulations. Moi, j'en avais fait avec la ville de Paris, où on était simulé à 300 hectares possible de végétaliser Paris. Vous mettez un passage ou 2 en glyphosate, pour pas le nommer, je pense que tout le monde connaît. Vous mettez du glyphosate, vous savez la densité de 7 litres hectare. Hein. Donc vous multipliez ça par 300 hectares, et puis allez-y. Et ça, c'est direct dans les pluviales. Donc vous voulez parler de coûts d'impact à l'environnement, ça on peut le chiffrer, hein, c'est très simple. Un coût encore plus simple à faire, ça fait 3 ans que j'essaye de le répéter systématiquement. J'en profite qu'il y a des donneurs d'ordre dans la salle. C'est que on essaye de mettre en place des techniques super innovantes, respectueuses de l'environnement dans l'ensemble du bâtiment. Et qu'est-ce que l'on met sur toutes les toitures que l'on a pratiquement? Aujourd'hui, 98% du marché, c'est de la membrane goudron. Et on en a encore pour 30 ans, hein, ça c'est les gens de l'étanchéité qui me l'ont dit. Alors qu'on a des EPDM, des liners, des résines, etc. qui arrivent sur le marché qui sont un peu moins impactantes au niveau de l'environnement. Vous le savez, je m'adresse à mon voisin architecte. Elles sont classées antiracinaires, ces membranes. On est d'accord. Posez-vous la question, pourquoi elles sont classées antiracinaires? Mécaniquement, non. Le goudron, c'est pas antiracinaire. Alors comment elles le sont antiracinaires? Simplement, c'est qu'à l'intérieur, dans la couche, il y a du mécoprop. C'est pas du glyphosate, c'est du mécoprop. Une autre matière active qui est super sympathique. Et vous la retrouvez où, celle-là? Directement quand vous faites une pause. Et ça, les Suisses l'ont étudié, ça. Alors l'agence de l'eau, elle me dit en France, ah ben oui, mais ça, on n'a pas testé le mécoprop si on le connaît, mais on ne sait pas trop d'où il vient, etc. Les Suisses, ils l'ont fait.
Et ils s'aperçoivent que là, à ce moment-là, on installe une toiture classique goudron, il y a un relargage immédiat et énorme de méco propre, et après, c'est pendant des années du relargage. Donc si on veut parler de coûts réels, parlons-en, mais il faut avoir des économistes et puis il faut avoir des techniciens, mais qui ont la globalité du problème. Pas que d'un seul côté. Ok, biodiversité, c'est très bien avec des écologues, mais après on va parler avec les gens du bâtiment, on va pas parler des produits qu'on met sur les façades. Et comment se fait-il que l'on n'a pas dans le plan éco-phyto la mesure de ces gens-là? Parce que l'industriel du bâtiment, celui qui fait l'étanchéité, il traite directement avec l'industriel de la pétrochimie. Ils passent pas par les réseaux de revendeurs, de la coopérative agricole, etc. Donc on les a pas dans les chiffres, ces gens-là. Et là, on a une pollution qui est énorme, directe, et on va même pas se poser la question. Alors on peut faire bien sur beaucoup de choses si on va pas traiter essentiellement directement ça, mais simplement, posez-vous la bonne question, déjà à qui profite le crime systématiquement, mais à savoir effectivement que quand on va vous apporter, et je vous rejoins tous les jours, j'ai affaire à ça dans toutes les conférences ou les projets que j'essaie de mener, mais ça va coûter cher, machin. Mais à côté, ça coûte du fric aussi. Il n'y a pas la biodiversité, ça a un coût, mais ou alors on fait rien du tout, ça, on est sûr que là, ça coûte pas d'argent. Ok, sur les fonctions techniques, vous avez travaillé sur des modèles, des solutions avec fonctions techniques, des fonctions intégrant la biodiversité. Des exemples, il y en a plein, effectivement. Sur l'Arche des petites bêtes qu'on avait fait il y a 2 ans et demi, on avait la problématique, c'est l'agence de l'eau qui nous avait dit, il faut que tout le parc, donc c'est 70 bâtiments, hein, donc c'est quand même pas rien sur 400 hectares, il faut que tous les bâtiments soient branchés réseau pluvial, séparation, machin, etc. C'est impossible, il n'y avait pas les budgets pour faire ça. Donc on est parti sur de la végétalisation. Et après, on a dit, on va aller même plus loin, on va gérer en autonomie les bâtiments. Et on s'aperçoit que quand vous mettez tout en œuvre pour que ça se passe correctement, on a une très belle qualité. Et en même pas 6 mois, des écologues là, des hydrologues sont venus tester la flotte, etc. On a vu une faune arriver à toute vitesse parce qu'on avait mis la flore qu'il fallait, etc. Et l'eau, elle était de qualité consommable, alors qu'on jetait les eaux usées dedans et les eaux grises. Donc comme quoi, on peut faire les trucs. Et là, sur un projet sur lequel je bosse en ce moment, qui est de restructurer une ancienne gare de la Petite Ceinture, je transforme ça en ferme urbaine. Donc on essaye d'y amener tous les trucs. Et un problème simple, on veut amener là des toilettes sèches à séparateurs en lombricompost, parce que c'est grosse fréquentation, 500 à 600 personnes par jour, etc. Donc là, c'est pas de l'assure, parce qu'il faut aller vider l'assure. Donc les petits vers de terre, c'est super efficace, je pense que tout le monde connaît ça, ça marche très très bien. À Paris, il n'y en a pas. Il y en a 2 en région parisienne, je crois, peut-être 3, et encore, c'est même pas sûr. Bon, le gars, il me dit, ça serait bien que vous nous aidiez, on va faire le truc. Donc, on va se servir, là, d'un service là, c'est un animal qui va rendre ça, pour, justement, parce qu'on est encaissé, je vous passe les détails, techniquement, c'est compliqué de se raccorder, ça coûterait une fortune. Donc là, on dit, on amène un truc qui est top. L'agence de l'eau, qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit, oui, mais là, nous, on peut pas financer ça. Pourquoi? On en revient au problème d'argent. Pourquoi vous ne pouvez pas aider ce projet-là, qui est un projet où on amène de l'argent et vous financez le reste? Il me dit, oui, mais nous, faut que vous vous raccordiez parce que tout Paris est raccordable. Et je lui dis, mais non. Et je lui dis, mais alors moi, je vais plus loin dans le raisonnement. Je lui dis, qu'est-ce qui définit les critères du raccordable et du non raccordable? Parce que j'aime bien comprendre, un peu con, mais bon, entre cons, on va essayer de se comprendre. Et puis il me dit, il sort sa petite fiche, il a son tableau, machin, et il dit, regardez, ça se passe par secteur. Voilà. Et si vous êtes dans ce secteur-là, vous êtes forcément raccordable. Et est-ce qu'on ne peut pas faire bouger ça? Et des services comme ça, qui peuvent ramener une vraie valeur foncière, il y en a des tonnes, et c'est des fois une petite phrase, un petit mot à changer sur une norme. Alors, c'était pour répondre à vous ce matin, là, qui avez cette réflexion. Nous, on a essayé d'initier des voyages avec des députés, je les ai pris, emmenés à Bâle, machin, etc. Regardez, rencontrer les gens qui vont faire changer les choses. Parce que moi, on me dit, mais toi, t'es taré, et tout, on t'écoute plus, machin, ça suffit, ça marche pas, et tout. Alors, je vais vous montrer les gens qui ont fait déjà, depuis de nombreuses années. Et à ce moment-là, on a amené des députés, on les a emmenés sur la première ferme urbaine sur des toits, tout cultivant en aquaponie, machin, etc. Donc là, ça devient un petit peu compliqué. Et on va étudier les services économiques. Quel est le modèle économique qu'on va vouloir donner? Parce que mis sur le papier, ça coûte très très cher. Et ça, un économiste, il vous dira non dès le départ. Et on a pu faire évoluer les choses. Alors on a mis en place, entre autres, on a pu faire passer dans la loi Allure, pour ceux qui connaissent peut-être, il y a le CBS maintenant,
qui est le coefficient de biotope par surface. Vous pouvez, pour ceux qui travaillent sur des PLU, vous accaparez ce CBS que vous retrouvez, vous tapez sur Internet, vous l'aurez. Il est très peu explicité dans la loi Allure. Par contre, ils vous disent que c'est le même qui a été pris de Berlin. Berlin, c'était juste en 1998. Et la même chose à Bâle, comment ils sont arrivés à être la ville la plus végétalisée au monde, quand la présidente du gouvernement bâlois dit aux députés que j'emmène là-bas, il dit « Comment vous avez fait ?» Et il dit « J'ai mis une phrase. On a changé la loi, comme une grosse loi qui est en train de se faire, la loi biodiversité, loi développement durable avec la loi Allure. Ils en ont profité. 1998, pareil, même année. Ils ont marqué toute toiture non utilisée, c'est important, non utilisée, plate, devra être végétalisée. Une phrase, tac, voilà. C'est la ville la plus végétalisée au monde. Ok, merci Philippe Pégère. Je me permets de signaler que ce coefficient biotope par surface est abordé dans la lettre Émergence Bourgogne qui vous est proposée donc à la table des documentations. Donc ça a été l'objet d'un traitement, ça a été traité par un article qu'on a produit et d'un encart qu'on a mis en avant. Voilà. Je voudrais passer la parole à Vincent Renaud parce qu'on parle de biophilie, tout le monde a envie de nature, etc. C'est très bien. Vous avez travaillé donc sur la ZAC de Bonn et vous avez fait une enquête de perception de la qualité des espaces. Je voudrais que, alors vous avez apporté des photos et puis des extraits de témoignages. Je voudrais terminer et ensuite passer la parole à la salle. Peut-être que ça suscitera des réactions. J'espère que vous avez bien noté toutes vos questions pour qu'on ait un bel échange à la fin. C'est bon. Oui, alors sur le bien-être lié à la biodiversité, je vais apporter un petit contrepoint en me faisant le porte-parole des habitants que j'ai rencontrés pendant quelques minutes. Voilà, donc j'ai mené une enquête en fait dans un bâtiment de logement social de l'écoquartier de Bonn à Grenoble, bâtiment emblématique. 52 logements sociaux. Moi j'ai mené l'enquête auprès de 16 foyers, vraiment des entretiens assez longs, 2-3 heures voire plus. Et ce qui est intéressant dans ce bâtiment, c'est que en fait, il y a une myriade d'innovations techniques qui sont introduites pour des raisons écologiques. Ça va de la passerelle en bois brut, avec l'isolation en extérieur en polyuréthane, une façade végétalisée, un sol écologique appelé marmoléum dans les logements, un interrupteur coupeur de veille. Enfin voilà, il y a tout un tas d'innovations qui sont introduites pour des raisons écologiques. Alors, comme j'ai pas beaucoup de temps, je vais juste prendre l'exemple de deux dispositifs pour voir finalement comment est-ce qu'ils sont perçus et appropriés par les habitants. Le premier, sur la façade végétalisée, ce que moi j'ai constaté, c'est que sur la très grande majorité des foyers que j'ai rencontrés, la façade végétalisée, elle pose problème, mais en fait dès lors qu'elle s'immisce dans l'espace de vie du balcon. Voilà, si on lit les témoignages, il y a une dame qui nous dit voilà, les plantes, je trouve ça joli, mais tant que c'est pas devant chez moi. De l'extérieur, c'est pas mal, c'est joli quand ça fleurit, mais par contre, moi, j'ai pas trop envie d'avoir des araignées et des petites bêtes sur mon balcon. Voilà, une autre de ses voisines, un peu plus loin, qui dit c'est magnifique du lierre, on a du lierre qui pousse de partout, il m'envahit. Le terme est intéressant. Mais bon, c'est très beau, c'est ça, il paraît que c'est très beau, mais bon, en attendant, il y a plein d'araignées, plein de bestioles, ça fait franchement crade. Et toutes les petites bêtes qui vont avec, donc moi je mets du produit spécial, parce que franchement les araignées sur le balcon, super, c'est un peu flippant. Et là aussi ce qui est intéressant, c'est que les habitants ils sont pas inactifs. Donc qu'est-ce qui se passe dans les faits ? Voilà, dès qu'il y a la moindre feuille qui pénètre dans le balcon, ils vont couper vraiment à la lisière du balcon, ils vont mettre énormément d'insecticides pour faire fuir les bêtes qui arrivent sur le balcon. Il y en a aussi quand même plusieurs, je le signale, qui détournent le système d'arrosage qui était prévu par le bailleur pour faire mourir les plantations. D'ailleurs, si vous allez sur le site, vous verrez qu'elle n'est pas en spécialement très très grande forme, cette façade, elle n'est pas éblouissante, et en enquêtant d'un peu plus près, on comprend pourquoi. Mais alors peut-être de manière plus générale, ce qui est intéressant dans cet exemple, c'est de voir que la nature ou le végétal, ça pose pas problème aux habitants de manière générale, dans l'absolu, en soi, mais dans une situation spatiale bien particulière. Voilà. Parce que à chaque fois que la façade elle est à l'extérieur, qu'elle agrémente la vue, c'est joli. Certains disent que c'est même un repère pour les invités où tu habites, la façade végétalisée, c'est facile. Mais dès lors que ça s'immisce dans l'espace privé, là ça pose problème. Voilà, donc ça c'est un élément qui est intéressant sur cette enquête au niveau de la façade végétalisée. Je prends un deuxième exemple. Le lino, voilà, ça c'est un exemple qui est assez amusant. Alors le lino en marmoléum, c'est un matériau qui
fait de la farine de bois, de l'huile de lin, des pigments minéraux, en tout cas qui est sans PVC, sans composés organiques volatiles, mais qui demande un mode de nettoyage mesuré, c'est-à-dire sans produits ménagers et avec très peu d'eau. Voilà, c'est juste un coup de balai, on enlève la poussière et c'est réglé, parce que ça a des caractéristiques aussi antistatiques, quelque part auto-nettoyantes. Alors, qu'est-ce qui se passe là, malgré la pédagogie répétée du bailleur à l'encontre des habitants? En gros, la totalité des habitants que j'ai rencontrés, sauf un, mais je pense qu'il m'a dit des choses pour me faire plaisir, entretiennent le sol écologique de leur logement avec énormément d'eau et du produit ménager, voire de la javel. Voilà, je vais lire ce témoignage qui est représentatif de ce que j'ai pu entendre. Cette habitante qui me dit, voilà, ils disent qu'il faut le nettoyer à l'eau claire, mais vous voyez, au bout de 10 ans, que de l'eau, c'est dégueulasse. Moi, je suis désolé, je lave pas à la javel pour pas l'abîmer, mais moi, il y a du produit. Et déjà au début, le gars, il me dit, il faut juste nettoyer à sec. Il me dit, oui, juste un coup de balai. Je lui dis, oui, au bout de 2 ans, c'est dégoûtant. Non, mais vous rigolez. Moi, je lave comme je lavais à l'Arlequin. Voilà. Alors, je trouve que ce qui est intéressant dans ce cas-là, il y a 2 choses qui, moi, je trouve sont extrêmement intéressantes. La première, on voit qu'on a clairement un conflit de représentation. C'est-à-dire, on a un conflit entre l'imaginaire de propreté des concepteurs, je parle bien d'imaginaire, c'est-à-dire de discours sur la propreté chez les concepteurs, et l'imaginaire de propreté des habitants. Une représentation de qu'est-ce que c'est que le propre. Pour les habitants, un sol propre de ce type, c'est un sol qu'on peut désinfecter, c'est un sol aussi qui brille quand on le lave, et là, plusieurs fois, les habitants qui disent, là, je mets de l'eau, ça brille. 5 minutes après, ça brille plus, c'est plus propre. Ah non. Donc voilà, et aussi quelque chose qui sent bon, mettre du produit. Il y a des habitants qui ont mis, parce que justement ils ne peuvent pas mettre du produit ménager, ils ont mis des diffuseurs de parfum dans leur salon pour compenser ce manque, le fait qu'ils ne pouvaient pas mettre de produits ménagers. Alors un des problèmes qui se pose, c'est que ce sol réagit quand on l'utilise mal. Voilà, il dégage en fait une mauvaise odeur, qualifiée une odeur de poisson. Donc quand on met trop d'eau, en fait ça réagit, ça fait ressortir des odeurs de colle. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est que alors là, les habitants ont beaucoup d'imagination pour essayer de contourner ce problème. Donc ils essayent les lingettes commerciales. Il y a une habitante qui était jusqu'à acheter 6 produits ménagers différents pour essayer de contourner ce problème. Voilà. Et c'est là où je veux dire qu'un deuxième intérêt de cet exemple, c'est de voir non seulement qu'on a un conflit de représentation, d'imaginaire et sur la propreté, mais aussi un fort risque de contre-productivité. C'est là clairement, à la fois sur le plan économique, parce que finalement l'usage dégrade ce sol, le bailleur il pense déjà le changer dans quelques années, donc ça coûte cher. Et deuxièmement, au niveau environnemental, on voit bien, il y a plus de produits ménagers finalement qui sont mis presque dans le cadre d'un usage classique, ce qui est totalement contre-productif par rapport à l'intention écologique initiale. Donc voilà, c'était juste pour vous faire ce retour. Alors après, il y a beaucoup d'exemples sur d'autres innovations, mais là, je trouve que c'était assez intéressant d'avoir ce contrepoint. Merci. Alors, je précise que ces études, ces enquêtes que vous avez réalisées sont présentes dans votre ouvrage, donc Fabrication et usage des écoquartiers et ses critiques sur la généralisation d'aménagement durable en France. On pourrait revenir, enfin, c'est une critique des écoquartiers que vous proposez avec votre œil d'ingénieur, mais aussi de travail sociologique, voilà, que vous avez mené, qui est intéressant. Ouvrage qui est consultable chez Bourgogne Bâtiment Durable, donc qui fait partie de notre fonds physique. Réaction de Marc Barra, et puis je vous laisse la parole ensuite. Réaction dans la salle. Manifestez-vous. Marc Barra. Juste une réaction rapide parce que ça me passionne ce sujet, cet article quand je l'ai lu aussi. Et on a 2 regards un petit peu différents. Enfin, moi je redis ce que j'ai dit ce matin, on ne peut pas forcer les gens à aimer la nature. Ou alors ça prendra du temps en tout cas. Mais on ne peut pas non plus réduire la nature à ces questions de petites bêtes. Et pour moi, un écoquartier favorable à la biodiversité ou un écoquartier écologique, c'est pas un écoquartier forcément dans lequel il y a des petites bêtes. Si je devais dire, j'ai eu l'occasion de me balader dans la ZAC de Bonn, que je considère comme étant un quartier qui n'est pas écologique. Mais pour des raisons qui sont totalement différentes, pas pour la question des petites bêtes, etc., pour des raisons dont je parlais ce matin, sur la question notamment des sols. Par exemple, je me suis baladé, pour le coup, je ne sais pas si c'était de la chance, mais pendant un orage, il a plu de 10 minutes, et en 10 minutes, toute la ZAC était inondée. Inondée, alors qu'on a la nappe à 2 mètres,
et qu'on aurait pu laisser les eaux s'infiltrer. C'est ça aussi les questions de biodiversité du sol et de toute la végétation qui en ressort derrière. Et la deuxième chose, c'est un sujet qu'on n'a pas eu le temps d'évoquer aujourd'hui, mais on en a parlé ce matin, la biodiversité grise et les matériaux qui constituent ce bâtiment aussi. Et donc c'est le même que celui qu'on va avoir à Pantin dont je parlais ce matin, le bâtiment Bonne Énergie à Grenoble. Je monte dessus avec des habitants en plus, et puis sur quoi je tombe encore, cette fameuse terrasse en teck. Et j'explique aux gens, je leur dis, voilà, mes problématiques de biodiversité, elles sont là aussi. C'est que là, je marche sur du bois qui a participé à de la déforestation, et on a beau avoir 3 petites bêtes grimpantes sur votre façade, l'enjeu primordial, il était là-dedans. Et donc, en fait, ça illustre, parce que je partage cet avis-là, je crois qu'il y a vraiment des questions de relation homme-nature, et ça prendra du temps ou ça ne le prendra pas. Mais il y a aussi la façon, sur quels critères on juge qu'un écoquartier est éco ou pas, sachant qu'ils sont multiples. Et je pense que pour ça, il faut continuer à dialoguer et continuer à émerger. La ZAC de Beaune, qui a été un projet exemplaire, mais qui est sorti de terre il y a maintenant 10 ans, c'est ça, un peu moins, 5 ans, et donc on ne peut pas attendre des projets dont on parle aujourd'hui, ces questions de biodiversité, qu'ils soient déjà exemplaires avant même qu'on les ait mis en œuvre, et donc ça sera effectif dans 10, 15 ans, etc. Voilà. Je pense que vous êtes... c'est un essai critique, je précise, voilà, l'ouvrage. Alors, je prends les questions dans la salle maintenant, des réactions. Alors oui, madame, merci de vous présenter. C'est bon. Oui, bonjour, Stéphanie Motte, je suis adjointe à Dijon, à l'écologie urbaine, au cadre de vie. Moi, la question que je voulais poser, vous avez répondu en partie, parce que je trouvais que depuis tout à l'heure, on ne parlait pas beaucoup des habitants, pas beaucoup des usagers, finalement. Donc, je suis un peu déçue de la réponse que vous apportez. Moi, je me demandais dans la conception des écoquartiers et de l'implication justement des habitants. Pour moi, un écoquartier réussi, c'est aussi un écoquartier dans lequel on implique en amont aussi les usagers. Et donc ma question, c'était de savoir si, au-delà donc de cet échec finalement de l'écoquartier de Beaune, enfin de l'inappropriation finalement des habitants ou du détournement des habitants parce qu'ils ont pas forcément, ils partagent pas forcément ce qu'on veut leur faire partager. C'était est-ce qu'il existe, moi je pense qu'il existe quand même des implications réussies avec des implications très en amont des habitants et des futurs usagers dans la réussite justement de ces réalisations et que pour moi un projet réussi, c'est un projet dans lequel on arrive aussi à écouter aussi ce que veulent les usagers, les habitants. Et puis la deuxième question, c'est savoir aussi, moi c'est vrai que j'ai des interrogations, je suis persuadée que la nature en ville c'est quelque chose qui est très utile, nécessaire et ressenti, mais finalement je me demande si c'est vraiment ressenti par l'ensemble de la population ou par quelques convaincus. Alors, Christian Charignon, Rodolphe Debord, moi j'aimerais bien avoir le point de vue de Vincent Renaud aussi. Alors, je vais vous donner un exemple dans la banlieue de Lille, puisque le siège social de Rabolitieux est à Lille, qui ressemble à peu près à ce que vous demandez, mais pas tout à fait quand même. Voilà. On a gagné un terrain là sur un concours, bref, et puis on s'est rendu compte en travaillant avec une association partenaire habituelle là-bas qui s'appelle Nord Nature Chico Mendes qu'il y avait une zone humide qui était contiguë. Puis on s'est rendu compte en discutant avec le maire que ce serait bien qu'on arrive à trouver que, alors là Nord Nature n'était plus là, que ce serait bien qu'on arrive à trouver qu'en fait elle n'était pas si humide que ça, comme ça on pourrait prochain coup continuer à construire dessus quoi. Alors donc le premier réflexe évidemment on a fait les vierges effarouchées, ah non surtout pas, enfin bon bref c'était du business habituel et puis ça m'est revenu et c'est revenu aux oreilles de l'association et on s'est dit le risque est important, le risque de perte d'une zone humide est important, qu'est-ce qu'on va faire là-dessus? Et en fait, on a eu l'idée de créer un parcours pédagogique sur la zone humide pendant le chantier. Et un peu comme ça avec l'association, bon, ça coûte rien par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, créer un parcours pédagogique, 4 panneaux, 3 militants qui vont chercher les enfants à l'école et qui les font passer, ça coûte rien. Et puis petit à petit, on a vu que la population de la ville en question, donc autour du projet, s'est approprié la zone humide, en même temps d'ailleurs qu'elle s'appropriait le chantier à côté, et puis c'est devenu partie du paysage, et en fait c'est revenu aux oreilles du maire qui a finalement décidé de dire que c'était bel et bien une vraie zone humide et qu'on allait la sanctuariser dans les prochains documents d'urbanisme. Donc c'est bien l'interaction inhabituelle, hélas, avec la population qui a fait qu'on a réussi à sauver, si j'ose dire, un espace de très très grande qualité écologique. Voilà, ça c'était pour l'exemple. Après, pour les généralités,
pour les acteurs du BTP, donc qui achètent des terrains, construisent, vendent, etc., la culture française, c'est vivons heureux, vivons cachés, quoi. Surtout, il ne faut pas faire de bruit. Voilà, ça c'est la culture de ce métier-là aujourd'hui en France, et c'est un frein énorme à ce que vous dites, parce qu'elle est portée par les acteurs du BTP, elle est aussi portée par les riverains, dont certains riverains, notamment dans le sud, font un malin plaisir de voir tous les projets de construction pour mettre un recours sur le projet de construction et ensuite attendre que le billet arrive pour lever le recours. Et donc en fait, ça incite tous les acteurs du BTP, cette culture-là, à le faire le moins de bruit possible et donc annuler toute forme de concertation pour pouvoir améliorer un projet. Donc là, on a un gros problème culturel. On est, nous, en contact avec plusieurs acteurs, un dans le nord, vraiment à Lille, et puis un à Compiègne, qui ont mis en place une méthode issue de l'université de Compiègne qui s'appelle patte miroir pour peur, attrait, tentation, voilà. Et donc c'est une méthode sociologique qui reprend en fait les méthodes de concertation scandinaves et qui arrive sur un territoire à faire bouger les gens pour leur dire de quoi ils ont peur, qu'est-ce qu'ils aimeraient, comment on peut changer les projets d'aménagement. Mais c'est exceptionnel, d'avoir des compétences comme ça sous le coude, parce qu'il faut des compétences territoriales. Je rejoins tout à l'heure la question de l'écologue, il doit être du coin, le sociologue, il doit être aussi du coin en général. Donc la rareté de ces compétences est exceptionnelle, et la volonté des élus et des acteurs économiques pour construire le quartier d'aller dans le sens de la concertation, c'est rarissime également. Donc là, on a un vrai problème culturel. J'avoue ne pas savoir par quel bout le prendre, parce que c'est l'un des sujets où moi, au sein de Rabot-Tilleul, j'ai du mal à amener, si j'ose dire, mes collègues sur le sujet de la concertation. En général, on n'a que des contre-exemples où plus on a parlé avec les gens et plus le projet a traîné, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui va mettre un recours abusif qui se règle soit devant les tribunaux, soit avec un carnet de chèques. Alors, oui, simplement... Pardon. Juste pour envoyer on a fait toute une journée autour de la qualité d'usage où ces méthodes de concertation sont abordées. Donc je vous renvoie à d'autres ressources qui sont consultables sur le site internet de BBD. La concertation a été abordée notamment dans l'intervention de Véronique Girard, mais plus dans l'optique qualité d'usage et pas seulement biodiversité. Vincent Renaud, une réaction, puis ensuite Christian Charignou. Oui, simplement pour dire, moi je vous rejoins vraiment sur les enjeux actuels de la concertation, parce qu'aujourd'hui on arrive à un stade dans l'aménagement durable, dans les écoquartiers, où le principal problème qui se pose, c'est l'usager et l'habitant. Voilà, et que la principale réponse à ce problème qui a été trouvé, c'est la pédagogie. Et ça, je vais être un petit peu polémique volontairement, mais la pédagogie aux habitants, c'est la réponse la moins innovante et la plus réactionnaire de l'histoire de l'architecture et de l'urbanisme. En fait, déjà, le manuel de l'habitation, c'est 1924, Le Corbusier. Éduquer les habitants, leur apprendre à habiter, ça date du modernisme. Ça a été mis en place pendant les 30 Glorieuses avec les grands ensembles, le mouvement moderne, où là, il fallait faire advenir ce que Le Corbusier appelait un homme nouveau. Voilà, un homme qui savait, qui avait son électroménager, sa voiture, etc. Et aujourd'hui, il ne faut plus être moderne, il faut être durable. Et la pédagogie vise justement à ce que ce soit les gens qui s'adaptent à la technique et non l'inverse. Et donc là, les enjeux de la concertation et de l'implication, ils sont majeurs. Oui, sur cette relation homme-nature, c'est quand même bien une question culturelle, et là je ne suivrai pas complètement l'intervenant précédent. Quand vous avez des cahiers des charges et des maîtres d'ouvrage qui n'assument pas leurs responsabilités face aux citoyens, là vous avez une démission qui est dramatique. Il y a quand même un enjeu qu'il faut juste rappeler, c'est que la biodiversité c'est le vivant c'est toute cette question de notre place sur une planète qui pourrait nous supporter encore quelques siècles, et pour ça il faut qu'effectivement on soit en bonne tenue avec les autres, et y compris avec les autres corps vivants. Et ces questions-là sont des questions d'intérêt général, et il appartient aux politiques de les porter et de les tenir. Quand on fait de la concertation et que on vous dit que dans les groupes scolaires lyonnais il faut plus mettre de plantes mellifères, parce que les mellifères donc ils font du miel, parce que les abeilles vont venir piquer nos chérubins dans les cours, pensez-vous qu'il faille entendre aussi cette parole citoyenne, parce qu'elle vient du citoyen, elle serait juste?
Il y a une vraie question, un vrai débat là-dessus. Et de ce point de vue-là, ça me permet de raconter, pas tout à fait fini, ça me permet quand même de dire que la ZAC de Beaune est un écoquartier, et je l'affirme et le maintiens. Il y a sûrement des problèmes. Olivier Sidler en a parlé sur l'énergie, vous en parlez sur la question probable de la gestion de l'eau, même si, de ce que je sais, elle est quand même justement gérée dans toute la tranche de nature qui encadre, enfin qui est au centre du paysage. Mais à cet endroit-là, nous avions quoi? Nous avions un élu qui posait clairement les enjeux d'intérêt public. Tout le dispositif ensuite est négociable avec le citoyen, bien entendu. Mais quand aujourd'hui vous dites qu'il faut faire 50% de logements sociaux dans la ZAC de l'Île Verte à Grenoble, vous pensez vraiment que le citoyen du coin, il est d'accord pour faire ça? Ben non, il ne l'est pas. Évidemment, il ne l'est pas. Pourtant, il y a besoin de ça à Grenoble pour que l'infirmière qui travaille de l'autre côté de l'Isère puisse se loger. De la même manière, on a donc à poser quand même des intentions. Et là, il ne faut pas que le politique démissionne derrière notamment la technostructure. En disant, les techniciens nous disent que en énergie, mais enfin, on ne sait pas trop, alors qu'est-ce que vous... Voilà. Non. Un projet politique qui s'incarne, je le rappelle, dans un PLU, d'abord et avant tout, un plan local de l'urbanisme dans lequel l'essentiel des questions dont nous parlons aujourd'hui peuvent se traduire, ont des cadres pour se traduire, ont des articles précis pour se traduire, eh bien, il faut que là, la responsabilité politique prenne toute sa place et ne se dérobe pas derrière. Et encore une fois, je ne suis pas en train de dire que la parole citoyenne n'est pas à entendre. On est bien clair là-dessus. Mais c'est un équilibre à trouver. Voilà. Ouais, ça y est, trop tard. Bon, stop. Non, la parole à la salle. Je suis désolée, on n'a plus le temps pour des questions. Donc, il y avait une question, il y avait des demandes je suis obligée de passer la parole. Non, on n'a plus le temps. Il y avait une demande, micro-question, micro-réponse. Réponse, oui. C'est pour continuer ce qu'a dit Vincent. Toute la journée, entendu des techniciens catholiques disant on va donner aux habitants ceci, on va donner aux habitants cela, mais aucun moment on a considéré l'habitant comme acteur de sa biodiversité. Je prends un exemple qui est la thermique. Donc Elitis fait une tour vachement bien, etc. On fait les analyses et puis après on dit oh là là ça va pas du tout parce qu'ils ont trop bossé, etc. Et on discute avec le logement social. Des immeubles BBC, le bilan, c'est pas du tout ce qu'on attendait, parce qu'il y a des habitants qui ouvrent les fenêtres, etc. Et on arrive à dire, l'habitant devient le problème. Et là, j'entends le même discours aujourd'hui. Donc, on a fait un écoquartier à Charles-sur-Saône, que certains connaissent, on s'est battu pour mettre des conduits de fumée dans les maisons, pour que les gens, s'ils ont froid, ils mettent un poêle. Et il a fallu se battre beaucoup, surtout contre la réglementation, etc. Donc, j'insiste beaucoup pour dire... Les habitants peuvent être acteurs. C'est pas seulement de la participation sur le quartier. Il faut leur donner des éléments pour être acteurs de leur vie, tout simplement. On a parlé de jardin potager. Chaque fois qu'on fait des jardins potagers dans une opération, ça marche super bien parce que les gens viennent, ils discutent, ils font des coopératives, des AMAP, etc. On leur donne des éléments pour être acteurs. Pas seulement de la concertation en amont. Ça me paraît très important. Bon, on pourrait développer, mais on n'a plus trop le temps. Je voulais juste dire un deuxième point, c'est que l'espace, c'est aussi un espace sonore. C'est-à-dire que le son fait partie de notre espace. Moi, je fais partie d'une association qui lutte contre le son négatif pour dire qu'il faut faire du son positif. Pensons-y, je termine juste comme ça, on n'en a pas parlé dans la journée, pensons que le son fait partie de la biodiversité, au même titre que le visuel et que le tactile, etc. Merci. Réaction très courte et après on passe à la conclusion. Je suis désolée. Ouais, il y aura des frustrés. Vous discuterez après. Une réaction et en même temps pour vous renvoyer à une question sur la 10. On a fait deux toitures. On en a fait une, c'était le premier potager bio sur des toits de bureaux. Ça s'avérait que c'était le WWF. On a laissé 50 mètres carrés pour... il y avait 600 mètres carrés au total. On a laissé 50 mètres carrés pour les salariés du WWF. La première fois qu'ils ont commencé à faire le potager, il y avait des choses, c'était assez rigolo quand même. Mais bon,
du coup, ils se sont appropriés le lieu et c'est devenu un lieu où vous imaginez que là-bas il y a souvent des télés, etc. Maintenant, à chaque fois qu'il y a une télé, c'est devenu un lieu. Et pour les salariés, le midi, ils papotent, là-bas ils vont manger leur salade, etc. Mais en même temps, à chaque fois qu'il y a une télé, dès qu'il y a un rayon de soleil, ça se fait plus devant le bâtiment, ça se fait sur le toit terrasse. Donc ça, c'est encore une autre approche. Et l'autre photo que vous avez à droite, hein, c'est pas très loin, c'est les toits de Good Planet, de chez Yann Arthus Bertrand. Et là, ce que l'on a voulu faire, donc, c'était d'aller un petit peu plus loin dans la démarche. C'est-à-dire, on va faire ce qu'on appelle de l'authenticité sociale et on a fait participer les gens au chantier. Et là, qu'est-ce qu'on s'est rendu compte? Et c'est juste pour vous poser cette question-là, de cette réflexion, je vous laisserai y réfléchir. Les gens que vous avez sur la photo, vous me voyez derrière en train de rigoler, parce que moi, ils se sont foutus de ma gueule pendant le temps du chantier là-bas. Yann Arthus Bertrand, le premier. Au bout d'une semaine, et quand ils ont commencé à voir qu'on apportait ces petites plantes, ils se sont dit, tiens, c'est rigolo, etc. J'ai pu lui en montrer une deuxième, une troisième. Et puis après, il s'est aperçu que c'était rigolo. Et on a emmené chacun de ses collaborateurs planter un petit bout, quelques petites plantes, pour qu'ils s'approprient le lieu. Et là, vous voyez la jeune fille qui montre les mains comme ça. C'est des gens, c'est des chargés de mission, comme Marc, sauf que eux, leur rayon d'action, il est un peu plus grand. Ils vont dans le monde entier pour essayer de voir comment on va faire pour protéger notre petite planète. Et là, textuellement, je vous répète ce qu'elle est en train de dire, et même sa copine qui a sur les hanches comme ça, elle dit textuellement comme ça, elle dit « Regardez, j'ai les mains sales, la terre, ça salit les doigts. » Je vous laisse à cette réflexion-là. C'est des écologues, c'est des gens qui sont chargés de protéger la planète et qui sont en train de s'apercevoir que de planter des petites plantes sur un toit, ça salit les doigts. Voilà. Après, je laisserai parler les psychologues et les psychiatres s'il y en a dans la salle. Ouais, mais quand t'es né avec une souris dans la main... Ah, pardon. C'était plutôt par rapport à la participation des habitants. C'est vrai que c'est un aspect très très important. Et une notion qui se développe, c'est celle de notion de parachèvement avec les habitants, dans le cadre justement de chantiers participatifs, ce genre de choses. Et nous, on a des résultats assez positifs. Par rapport au jardin partagé, là où il faut faire attention, c'est de temps en temps, vous avez les habitants qui sont sur place, typiquement dans le cadre d'une réhabilitation, de temps en temps, vous êtes dans le neuf, les habitants ne sont pas là. Est-ce qu'ils voudront jardiner? Ça, on ne le sait pas. Donc, nous, notre retour d'expérience, c'est qu'il faut éviter, par exemple, de créer un jardin partagé comme un aménagement typique et de le livrer tel quel. Par contre, c'est rendre possible, rendre l'appropriation possible. Typiquement, c'est se dire, tiens, est-ce qu'il y aurait une parcelle qui pourrait être jardinée? Comment ça pourrait être alimenté en eau? Il y a une collègue qui me disait, un truc tout bête, c'est si vous avez un bassin de rétention enterré, pensez la récupération de cette eau-là pour arroser un éventuel jardin. Donc il y a vraiment toute cette notion-là. Nous, aujourd'hui, on fait un retour d'expérience sur les jardins partagés. On a vraiment de très très belles choses. Un point qui n'a pas été évoqué et qui est très important, c'est la notion de travail collaboratif. Donc on a parlé paysagistes, écologues, mais il y a aussi vraiment le lien à faire avec les villes, avec les associations, des associations locales d'éducation à l'environnement qui jouent vraiment un rôle moteur. Je veux dire, c'est des projets qui sont très beaux, mais c'est des projets qui nécessitent vraiment un accompagnement. Et voilà, il y a des associations qui font vraiment de très très bon boulot, et nous on essaye de plus en plus de travailler avec eux. Donc, Oui, c'est juste un exemple pour corroborer exactement. Alors, autant j'ai dit que c'était difficile de faire la concertation avant, pendant l'espace d'aménagement, mais une fois que le train est lancé, et en ce qui concerne le promoteur, une fois que les logements sont vendus, à ce moment-là, chez Nacara, on n'hésite vraiment pas. On a plusieurs exemples qui sont aujourd'hui en test avec les associations Graines. Alors, il y en a une en Ile-de-France qui s'appelle Graines Ile-de-France, en Rhône-Alpes qui s'appelle Graines Rhône-Alpes, et on les fait intervenir selon leur méthode pédagogique à eux d'éducation à l'environnement et au développement durable, pour voir comment, ce faisant, les gens qui sont en train d'emménager peuvent prendre le sujet et puis voir surtout si ça commence à créer une communauté sympa dans la résidence. On a fait pareil avec le jardinage sur une opération à Écully, là, qui est sur les images, je ne sais pas si peu importe, elles sont moins jolies que celles-là de toute façon, où on a travaillé avec l'association Passe Jardin, qui est une spécialiste en Rhône-Alpes sur tout ce qui est jardin partagé, et qui nous a dit... on leur a dit, dites-nous comment on doit mettre, parce qu'il y avait de la place au sol, des jardins partagés, et puis rester pendant 2 ans, le temps que ça se lance au sein de la copropriété. Et pour l'instant, ça se passe plutôt bien, donc je pense qu'il y a des choses à faire. Et effectivement, ce qu'on avait dessiné au départ n'est pas ce qui arrive, mais en général, ce qui arrive, d'abord, c'est la vraie vie, et ensuite, c'est souvent mieux. Voilà, donc c'est possible tout ça. J'ose plus dire que c'est simple, parce que...
je reprends la parole et je vais, voilà, c'est un rôle difficile. Je suis obligée de frustrer les envies de questions qu'il y avait dans la salle. Alors, on n'a plus le temps pour des questions. On va passer à la conclusion. On voudrait finir à 16h30 parce que quand on annonce qu'on finit à 16h30, eh bien, on tient le temps. Et oui, c'est comme ça. Si vous voulez rester discuter après, vous êtes les bienvenus. Juste pendant que Pierre Terrier, président de Bourgogne Bâtiment Durable, nous rejoint pour la conclusion et la clôture de cette journée, juste les associations, elles sont rémunérées ou c'est bénévole? Ah non, mais c'est rémunéré, bien sûr que c'est rémunéré, vous rigolez ou quoi? On n'est pas chez les bisounours. Mais depuis un moment, je suis inquiet.